Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Science et Civilisation, Ilm wa Hadara. Nous sommes à la Villa des Arts. Je tiens à remercier la direction de cette villa de nous accueillir régulièrement dans cette ville de Rabat. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le monde de la recherche dans l'ingénierie et plus particulièrement les sciences des matériaux. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Madame Sana Naamen. Bonjour. Bonjour, c'est bien Khlouf. Voilà, vous êtes ingénieur, vous êtes à la tête d'une belle recherche dans votre domaine au Maroc. Mais avant de parler de cela, j'aimerais qu'on fasse avec vous le parcours qui vous a mené à votre travail aujourd'hui. Vous êtes né dans quelle ville au Maroc? Je suis née à Fès. Ah, vous êtes né à Fès. Je suis née à Fès. J'ai fait mes études primaires, collège, secondaire à Fès. D'accord. Alors j'ai toujours voulu être médecin. D'accord. J'ai un grand frère qui est un peu mon idole et il est médecin, donc j'ai toujours voulu être médecin. Sauf que le destin a voulu que ça soit autrement. Oui. Et donc faut accueillir le destin. Oui, je l'ai accueilli. Donc j'étais sélectionnée en secondaire pour être dans une classe pilote sciences maths qui font très peu de sciences naturelles. Et donc comme j'adorais les maths aussi, donc j'ai foncé et j'ai fait bac sciences maths à lycée Ibn Hazm à Fès. Après, naturellement, j'ai intégré les classes préparatoires à lycée Moulay Idriss. Oui, à Fès. très bon lycée. Voilà, j'ai fait les classes prépa là-bas. Et après, j'ai intégré l'ENSAM de Meknès. Qui était orienté dans quoi? Parce que les acronymes ENSAM, pour vous, c'est évident, mais pour le téléspectateur... C'est l'École nationale supérieure des arts et métiers. Des arts et métiers, tout à fait. Oui. Et donc, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2002 en génie industriel. Et c'est une école polyvalente ou... Alors, c'est une école polyvalente, mais à tendance mécanique. À tendance mécanique, d'accord. À tendance mécanique. À tendance mécanique, d'où vous avez parlé de l'industrie. Et alors, forte de votre diplôme de Meknès, de cette école d'ingénieur, vous entamez encore d'autres études avec la mobilité qui concerne tout chercheur. Et qui consacre les chercheurs, la mobilité scientifique. Vous allez à Paris pour l'école des mines, pour un master. C'est ça. Alors, j'ai eu la chance, en fait, dans le cursus de l'école d'ingénieur, on a le projet de fin d'études qui constitue un stage de 6 mois sur un sujet particulier. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une bourse à l'école des mines pour effectuer mon stage là-bas dans le centre des matériaux de l'école des mines. Alors, c'est un grand centre qui se situe à Évry. Et qui fait beaucoup de recherche appliquée. Il fait que de la recherche appliquée qui est orientée industrie. Donc, j'ai pu toucher de près la recherche, ce que c'est la recherche pour l'industrie. Et c'est un centre qui m'a beaucoup marqué. Les chercheurs de ce centre, ils m'ont beaucoup marqué. Donc, j'ai voulu continuer l'aventure. Donc, je me suis inscrite en master spécialisé de l'école des mines de Paris. Alors, la notion spécialisée, master spécialisé, c'était des masters qui sont orientés marché, qui sont orientés industrie. Et non pas master recherche. Voilà, ils sont pas master recherche, effectivement. Et donc, j'ai fait un master à l'école des mines. Après, les masters, c'est souvent, je vous interromps, les masters et les études, c'est souvent des rencontres. Là, vous dites, après votre stage, vous avez fait des rencontres déterminantes. Oui, qui m'ont marqué. Je tiens à le dire pour tous les jeunes qui nous regardent, que les rencontres sont véritablement des moments clés, pivots, pour orienter véritablement un parcours ou de recherche ou professionnel, ne pas négliger cette nécessité d'avoir des rencontres pour précisément booster en quelque sorte les motivations. Et puis des fois ça peut être même des révélations, c'est-à-dire que moi j'ai découvert la passion pour les matériaux parce que j'ai croisé des chercheurs qui font des matériaux et qui ont su faire passer la passion eux-mêmes de leur recherche. Exactement. Et vous vous êtes dit pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Oui. Et donc après le master à l'école des mines, je me suis orientée vers un contrat de recherche à Montbéliard. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui, très bien. Et donc là-bas à Montbéliard, il y a un grand site de PSA.
Peugeot Citroën. Voilà, Peugeot Citroën. Et donc, mon travail consistait à faire des revêtements à base de chrome pour des pièces métalliques, pour augmenter leur résistance à la corrosion. Et donc, avant, on faisait en fait du chromage, ce qu'on appelle le chromage électrolytique, c'est-à-dire qu'on va tremper la pièce dans un bain avec le chrome. Et ce chrome, il y a le chrome 6 qui est très toxique. Et donc, il y avait une réglementation qui allait passer pour interdire ce type de revêtement. Et donc, il fallait chercher une autre alternative pour faire ce revêtement. Et donc, on faisait des revêtements à base par la PVD, en fait, des revêtements nanométriques en PVD. Vous avez prononcé un mot très important, le revêtement nanométrique. Les nanotechnologies se sont beaucoup développées. Alors, on travaille à des échelles qui ne sont pas celles de la matière densifiée. On travaille à une échelle beaucoup plus, je dirais même microscopique. Atomique même. Atomique même, exactement, atomique même. Et plus on descend dans l'échelle de la matière, plus apparaissent de nouvelles propriétés, c'est cela? Exactement, ça apparaît de nouvelles propriétés et puis plus on a des fonctionnalités de traitement ou de revêtement qui sont exceptionnelles. Donc là, c'était vraiment pour remplacer une façon de faire avec une autre. Donc c'était vraiment sur la base de revêtement. Mais après, je me suis orientée vers pas les nanomatériaux. Je me suis orientée vers les matériaux et plutôt les matériaux métalliques. Oui. Et donc j'ai pu avoir une thèse à EDF. Alors thèse de CIFRE, je sais pas si. Il faut préciser aux téléspectatrices. C'est une convention industrielle. Oui. Pour la recherche par la formation. Oui. Et donc c'est une grande entreprise comme EDF, Électricité de France, donc ils font accueille des chercheurs qui ont des contrats CDD avec l'entreprise. Oui. Et en même temps, ils ont une inscription dans un laboratoire commun. Commun à l'entreprise public, voilà, et à public, l'université. Exactement. Oui. Et donc pour avoir le diplôme. En fin de compte. Mais le thésard, il est basé chez l'industriel. À 100%. C'est une formule mixte. C'est une formule mixte qui marche bien. Qui marche bien et qui permet l'insertion des doctorants après dans le milieu industriel. C'est ça. Donc, j'ai fait ma thèse à EDF et c'était en collaboration avec un laboratoire entre Paris 6 et l'ONERA. L'ONERA, c'est l'Office national des études et de recherche aérospatiale. Et donc, j'ai travaillé sur des matériaux, les matériaux de la cuve des centrales nucléaires qui se dégradent par l'effet d'irradiation. Et donc, pour comprendre la dégradation, il fallait aller à des échelles, à différentes échelles. Donc, ça va de l'atomique jusqu'à la taille de la cuve. Parce qu'il faut savoir, c'est que les radiations dans un matériau métallique, ça crée c'est très nocif, ça crée des perturbations des atomes, ça secoue les atomes. Et donc, ça crée après des défauts. Et ces défauts, ils peuvent créer des fissures, etc., qui peuvent être très ennuyeux après pour la cuve. Donc, comme ça se passe au niveau atomique avant, à une échelle atomique, mais le résultat, il est dans l'échelle de la cuve. Donc, il y avait un projet où chacun, il faisait une partie de la simulation. La recherche, c'est toujours de l'intelligence collective. Voilà. Et donc, moi, j'étais à l'intermédiaire entre l'élément fini et l'échelle atomique. Oui. Et donc, je prenais les résultats de l'échelle atomique pour faire mes simulations et donner mes résultats à l'échelle élément fini. Ça, c'était le travail de thèse. Ça, c'était le travail de thèse. Et l'intitulé de cette thèse? Alors, c'est la déformation plastique de l'acier de la cuve des centrales nucléaires. C'est ça. Voilà. En vue d'une meilleure durabilité des matériaux, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Exactement. La durabilité des matériaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, aussi bien dans ce que vous aviez fait à Montbéliard au niveau des voitures, que là au niveau des cuves spatiales. C'est toujours la question des matériaux résistants, des matériaux qui sont moins susceptibles de se dégrader. Alors, vous l'avez bien dit, donc la durabilité, je veux juste revenir sur la durabilité. Par le passé, on entendait souvent matériaux durables. On prenait en compte l'aspect écologique.
quand on dit matériaux durables, tout le monde pense au développement durable. Alors que c'est pas le cas. Ou alors quand on cherche, par exemple, sur Internet, on cherche durabilité, on est toujours sur des matériaux de construction. Donc, pour le bâtiment, parce que il y a l'enjeu de la sûreté derrière. Alors que la durabilité, elle est devenue par nos jours, elle est devenue importante pour tout secteur d'industrie. Pour tout système mécanique, on peut avoir affaire à la durabilité qui peut se définir en fait comme son aptitude à résister à l'environnement, à son environnement de fonctionnement dans le temps et continuer à remplir ses fonctions avec le temps sans vieillir, sans se dégrader. Donc ça, c'est la durabilité en général. Maintenant, concrètement, moi, je travaille sur différents secteurs de la durabilité. J'ai commencé à Masser en 2012 avec la durabilité dans l'énergie solaire. Ah, alors je vous arrête tout de suite. Vous avez prononcé un mot très important, Masser. Avant de continuer sur la question de la durabilité des matériaux, je voudrais que vous présentiez cette fondation très importante. Masser est un acronyme pour Fondation marocaine pour la recherche, la science avancée et l'innovation. Parce que j'ai hésité, parce que de plus en plus on emploie le mot innovation et pas progrès. Parce que c'est des innovations ponctuelles. Le progrès, on l'entend toujours comme une notion générale. Donc Masser, fondation marocaine pour la science avancée, la recherche et l'innovation. Alors ça, c'est un projet qui commence en 2012. Il faut le présenter véritablement à nos téléspectatrices et téléspectateurs parce que c'est un projet, je crois, qui a d'abord été initié de manière publique et ministérielle et que maintenant il est hébergé par l'université Mohamed VI Polytechnique. Exactement. Alors Masser, moi j'ai intégré Masser en 2012. Par contre, Masser il existe depuis 2007. 2007. Donc oui. il a été créé suite à l'initiative des pouvoirs publics pour justement faire de la recherche appliquée qui est orientée industrie, orientée marché. Et depuis 2014, c'est l'OCP qui finance une grande partie du fonds de roulement de Masser. Et depuis 2020, on fait partie de l'écosystème de l'UM6P. Et donc tous nos laboratoires, ils sont actuellement à l'UM6P à Ben Guerir. Et donc c'est une occasion pour nous d'avoir un socle de financement d'abord, et puis parce que le financement de la recherche au Maroc c'est très délicat. Oui. Donc un socle de financement et puis après l'interaction avec les autres départements de l'UM6P et puis des projets de grande envergure. Alors comment ça se passe matériellement? Les laboratoires qui étaient existants dans Masser, dans cette fondation pour la recherche et l'innovation et la science avancée, sont maintenant hébergés à l'université Mohamed VI où ils sont en interaction en restant là où ils étaient avant? Non, tout est à Ben Guerir maintenant, tout à l'université Mohamed VI. Le transfert a été vers la maison mère des finances, mère des fonds, c'est-à-dire il y avait un besoin de fonds. On pense souvent à la recherche qui se fait dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis où la recherche dépend complètement des fonds privés. Donc là, c'est un fonds qui vient de cette université et qui accueille favorablement vos laboratoires et qui deviennent maintenant des laboratoires précisément de l'université Mohamed VI. J'avais accueilli dans cette émission Monsieur Younes Lahalami du laboratoire des sciences des matériaux à l'université Mohamed VI. Je suppose qu'il y a une interaction complète. Il y a une forte interaction entre nous, effectivement. Oui, voilà. Alors, peut-être nous faire une description rapide des laboratoires de cette fondation. Alors, Masser, on a trois grandes activités qui sont la première, c'est lié aux matériaux. Et donc, dans les matériaux, on a différents centres. Ça va du composite, durabilité des matériaux, les matériaux pour les batteries, les matériaux à base de ressources naturelles, tout ce qui est valorisation de ressources naturelles. Après, il y a tout un département de microélectronique et d'intelligence artificielle. Il y a un autre département de biotechnologie et là il y a la biotechnologie verte, tout ce qui est lié à l'agriculture, et biotechnologie médicale, tout ce qui est kit de diagnostic et médicaments. Oui, donc effectivement une belle palette de différentes activités scientifiques. Ces laboratoires accueillent des doctorants, des postdoctorants. Alors on accueille
On accueille pas mal d'étudiants chaque année pour faire le doctorat. On accueille aussi des stagiaires de fin d'études qu'on prend généralement après pour faire des doctorats. C'est comme si on les héberge au premier lieu pour savoir leur intérêt pour la recherche et puis après on les prend en doctorat. Un peu comme ce que vous aviez fait vous-même. Exactement. Et puis on prend beaucoup de postdocs aussi. Beaucoup de postdoctorats, effectivement. Et vous-même, maintenant on revient à vos propres recherches, vous-même vous encadrez beaucoup de doctorats, d'après ce que j'ai compris. Oui, j'encadre beaucoup j'encadre pour le moment, on a 4 doctorants dans l'équipe. Oui. Et puis j'ai encadré pas mal par le passé. Par le passé. Et je voulais dire un mot là-dessus parce que on prend généralement des doctorants qui sont issus des écoles d'ingénieurs au Maroc. Et ils sont juste excellents. Il faut leur faire confiance, il faut leur donner, leur donner l'occasion d'innover. Et ils sont juste excellents. C'est un projet. Je suis d'accord avec vous. Moi, je connais pas mal d'ingénieurs qui sortent des grandes écoles marocaines. Et il est vrai que vous avez dit un mot très important, la confiance. Faire confiance à un jeune, c'est tout de suite lui permettre de déployer complètement son esprit d'initiative, de responsabilité. Et bien sûr, il aura à rendre compte, mais on ne peut pas considérer ces jeunes ingénieurs comme étant en quelque sorte manquant de quelque chose. Ils ont tout, mais ils attendent la main de confiance d'un père plus avancé dans la recherche. Exactement. Et puis on a l'avantage quand même à Master d'avoir des équipements qui sont excellents et qui sont vraiment bien pour l'avancement des thèses. Et du coup, si on a un tout petit peu de passion et on a la confiance pour innover et pour bien faire, les étudiants ils se lancent. Voilà, c'est ça. On a des bons niveaux dans nos écoles d'ingénieurs. Oui. Mais je prends que il faut il faut la continuité, c'est-à-dire qu'une fois que la jeune ingénieure ou le jeune ingénieur termine leurs études à 23, 24 ans, il faut tout de suite des structures d'accueil. Et votre structure d'accueil est extraordinaire pour leur permettre ils ont besoin d'un relais. Oui. Avant le monde complètement professionnel, ils ont besoin d'un relais pour stabiliser leurs connaissances, pour les améliorer, les promouvoir, et vous jouez un rôle clé dans ce moment relais entre la sortie de l'école et le moment professionnel à proprement parler. Exactement, c'est surtout le relais dans la partie où les étudiants ils veulent continuer en thèse. Donc quand on les quand on les prend en stage, c'est déjà on leur donne la passion, on leur donne donc ils savent après si ils veulent continuer dans ce domaine ou pas. Exact. Et s'ils décident de continuer, c'est des bons éléments. C'est cela. C'est cela. Il m'arrive moi-même à l'université Mohamed VI de donner des cours à des jeunes ingénieurs en première année de doctorat, et je vois très très bien le profil dont vous parlez. On revient maintenant à la question qu'on a laissée en réserve de la durabilité des matériaux. Vous y tenez beaucoup, et donc si maintenant on l'articule aux besoins industriels et à la recherche appliquée au Maroc, ça donne quoi? Alors, elle peut prendre plusieurs facettes. C'est-à-dire que moi, concrètement, mes activités, j'ai commencé un master sur la durabilité des miroirs solaires. Alors, les miroirs solaires, ils sont utilisés dans la technologie du solaire thermique, qui sont l'interface entre le soleil et tout ce qui se passe après. Donc, les rayons solaires, ils vont venir frapper sur le miroir, ils vont se réfléchir sur un endroit, ce qui peut être un tube ou un point, où il y a un fluide caloporteur qui va chauffer par l'effet de la concentration de ces rayons. Et donc, le miroir lui-même, c'est la première chose que voit le rayon. Il faut qu'il soit performant. Donc, les miroirs solaires, ça présente 30% à peu près de l'investissement dans la centrale, parce qu'on parle de hectares de miroirs. Là, par exemple, la centrale Nour 1. Oui, très connue. Alors, on est sur 480 hectares de miroirs. Donc, 480 hectares de miroirs. Alors, j'ai intérêt à ce que ces miroirs résistent dans le temps, parce que la durée de vie d'une centrale, ça peut être plus que 30 ans. Donc, il faut qu'ils résistent plus que 30 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que ces miroirs, ils sont à l'extérieur, donc ils sont soumis à différentes contraintes.
Donc, il y a les UV qui vont nuire aux peintures. Il y a les vents de sable, parce que ces centrales, ils sont le plus souvent installées dans des régions qui sont arides. Et donc, on a des vents de sable. Donc, le sable, s'il est agressif, il vient frapper sur le miroir, il va créer des petits points d'impact. Et donc, ces petits points, ils vont réduire la performance du miroir. Il y a pour les centrales par exemple qui sont utilisées pour le dessalement de l'eau de mer où ils sont installés à côté de la mer et donc forcément on a du sel, on a de l'humidité, donc ils vont se corroder. Donc on a pas mal de dégradations qui peuvent surgir sur un miroir utilisé pour le CSP. Alors l'idée c'est d'étudier en fait différents types de miroirs pour l'adapter à un site donné. Donc on fait ça avec Mazen. Pour des nouveaux sites avec Mazen. Il faut préciser. Alors c'est l'agence marocaine d'énergie solaire et renouvelable. D'accord. Et donc l'idée, quand on dit agence, on dit tout de suite opérationnalité, voilà. C'est-à-dire c'est une agence, ça veut dire qu'elle est au cœur des fonctionnalités. Exactement. Et donc on fait l'idée c'est d'exposer différents types de miroirs et de voir celui qui résiste le plus à l'environnement où on va installer la centrale avant de l'installer. Alors ça d'un côté, d'un autre côté, on est avec des fournisseurs de miroirs et on a que 6 ou 7 au monde, donc parce que c'est des miroirs qui sont spéciaux. Et donc l'idée c'est de travailler sur les matériaux qui sont utilisés pour ces miroirs. Alors, un miroir c'est un verre avec une couche métallique qui est réfléchissante et avec des peintures derrière. Donc, quelle peinture elle va résister mieux à un environnement donné, etc. Donc, on essaie différents types de peintures, différents types de verres aussi. Et donc, on remonte au fournisseur, voilà, cette peinture, elle résiste pas à ça, etc. Et donc, l'idée, c'est de faire des miroirs plus résistants. Alors ça c'est pour la partie énergie solaire et donc c'est spécial parce qu'on est face à l'environnement et on est face au climat. Par contre, la durabilité elle concerne tout système qui est dans l'industrie. Donc on peut avoir affaire à la durabilité et comme c'est un système, mais la solution, enfin c'est la durabilité du système, mais la solution se trouve généralement dans le matériau. Donc, parce que le système, c'est un matériau qui est façonné d'une manière, mais qui travaille dans un environnement. C'est cela. Et donc, l'environnement, des fois, il peut être très agressif, comme dans le cas des acides, etc. Et donc on est en interaction. Il n'y a pas que la nature du matériau, c'est le matériau dans son rapport à l'environnement. Dans son rapport, voilà. Et donc on s'intéresse à tout système, dans tout type d'industrie qui peut se dégrader. Donc, ce qu'on fait au départ, c'est vraiment comprendre pourquoi il s'est dégradé. Donc, si on va pas, pour les aciers typiquement, si on va pas aux échelles atomiques, on va pas comprendre ce qui se passe, parce que il n'y a pas que la chimie du matériau qui va nous dire. Il y a l'élément élémentaire. Voilà, il y a, par exemple, les aciers, c'est la présence de défauts qui sont à l'intérieur, qui vont faire qu'un matériau, il va être dur ou pas. Oui. Donc, j'ai besoin de savoir ces défauts. Ces défauts, ils évoluent au cours du temps. Donc, j'ai besoin de savoir comment il évolue et comment la résistance mécanique de mon matériau, il va évoluer au cours du temps. Donc, il faut comprendre. D'abord, toute étude de la durabilité, on passe par comprendre les mécanismes de dégradation. Après, l'industriel en face, il attend des solutions. Il attend pas juste qu'on comprenne. Oui. Donc, nous, on propose des solutions derrière. Donc, que ça soit des recommandations pour une meilleure utilisation. Après tous les essais que vous avez faits, votre choix doit se porter sur un matériau spécifique que vous jugez devoir résister un peu plus que les autres. Exactement. Soit on fait un autre choix de matériaux, soit on prend leur matériau puis on fait des traitements sur ce matériau pour qu'il résiste plus, soit on développe carrément des matériaux. Et donc là, on est sur des projets forcément de longue durée. Oui. Et puis on a besoin d'un consortium pour faire ce genre de projet. C'est-à-dire il y a les aciéries, les fonderies en face, parce qu'on peut développer au niveau laboratoire, mais il y a le passage vers la production. À grande échelle de production. Voilà, qu'il faut travailler aussi. Et donc qui impose aussi leurs contraintes. Et donc on travaille en consortium avec et les aciéries et les fonderies et après les utilisateurs de ces matériaux. Je vois. Donc pour faire quelque chose de nouveau.
Oui, oui, oui. Donc, effectivement, vous partez sur les miroirs solaires qui est votre champ de prédilection, mais après, bien évidemment, vous rayonnez, sans jeu sur les mots, sur plusieurs autres domaines qui sont impliqués dans cette question de la durabilité des matériaux. Oui. Oui, la durabilité, ça s'attache à tout système en fait. C'est finalement générique. C'est générique, voilà. C'est générique, mais quand on vous entend, on voit que la prise en compte des environnements est essentielle. Ça me fait penser, si vous voulez, à tout le développement de la robotique, parce que la robotique, c'est véritablement un robot qui agit compte tenu de son environnement et il capte par ses signaux des éléments de son environnement pour pouvoir précisément proposer des tâches spécifiques. Alors, est-ce que ce domaine qui est le vôtre est susceptible de robotisation ou ce n'est pas vers ce cheminement-là que vous travaillez? Non, pas sur la robotisation, mais on travaille sur des ce qu'on appelle les bandes de test. Oui. Qui peuvent être instrumentés de la même manière que sur les robots. Et donc, ces bons de test, ils vont reproduire exactement ce qui se passe dans l'industrie. C'est comme une simulation. C'est comme une simulation, parce que quand on fait le choix, par exemple, l'industriel, quand il va choisir un matériau pour une pièce donnée, il va donner un cahier de charge au fournisseur et le fournisseur, il va faire des tests qui sont normalisés. Alors, il y a des tests mécaniques, des tests chimiques, etc. Électrochimiques, etc. pour juger qu'un matériau il va faire l'affaire. Alors, ce qu'on voit dans la réalité, c'est que ces matériaux ils résistent pas, parce que en fait il y a une grande synergie entre les phénomènes de dégradation qui vont faire que un matériau il va pas résister à l'interaction entre les phénomènes. Il reçoit des coups de partout. Il reçoit des coups. Alors, par exemple, s'il est érodé, il va être sujet plus à la corrosion, ou alors s'il est corrodé, il va être sujet plus à l'érosion. Enfin, ce genre de. Et donc, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on fait des bancs de tests qui vont reproduire exactement la réalité, pour que je puisse moi choisir un matériau que j'essaye dans ces bancs et dire vraiment qu'il va résister. Ah oui, oui. Le temps passe extraordinairement vite avec vous. On est déjà à la fin de l'émission. Peut-être un mot encore sur tout ce relais que vous organisez autour de cette fondation pour la recherche. Elle fonctionne avec un comité, elle fonctionne avec une surveillance scientifique au-delà des laboratoires en place à l'UM6P. Alors, au-delà des laboratoires, on a bien entendu un conseil scientifique qui regroupe pas mal de grands scientifiques autour du monde, et on fait un état des lieux chaque 6 mois pour justement pour les orientations futures. Pour orientation, exactement, par rapport à ce qui se passe au Maroc, par rapport par rapport aux industries du Maroc, etc. Oui, alors effectivement, vous savez, cette émission s'intitule Science et civilisation, et donc il y a toujours ces enjeux sociétaux, et on a bien entendu aujourd'hui, et je vous remercie vivement, que vous avez à cœur la recherche appliquée, vous avez à cœur les besoins industriels du Maroc, vous avez à cœur de faire que toute la science dans laquelle vous êtes impliqué puisse être profitable dans la Durable. Durable, voilà. Merci beaucoup, Madame Sana Namen. Merci aux téléspectatrices, aux téléspectateurs pour votre attention aujourd'hui, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.